Donc, Michel Dubois, donc, comme l'a dit Bénédicte, direction de la cybersécurité du groupe. Bon, le groupe La Poste, vous connaissez tous, on est présent sur le territoire, 17 500 points de présence sur tout le territoire, avec une mission de service public concernant l'aménagement du territoire. Et typiquement, c'est dans ce cadre que, en partenariat avec la Banque des territoires, le groupe La Poste a lancé une étude au mois de juin, une note de conjoncture en mai dernier sur justement ces enjeux de data, de cyber sur les territoires. Voilà, aujourd'hui, cette note de conjoncture, c'est une réflexion commune entre La Poste et la Caisse des dépôts, Banque des territoires, hein, tous les deux conscients des enjeux de data, d'IA et de cybersécurité, comme on souhaite ce temps se mettre au service des territoires en contribuant à la réflexion. Donc voilà, c'est notre première note de conjoncture. Il y aura des travaux qui continueront après. Elle va être présentée à l'Association des maires de France. Enfin, il y a eu plusieurs publications de présentations qui ont été faites après. Voilà, elle a été publiée le 4 octobre 2022. Et donc, voilà, on communique beaucoup sur cette note de conjoncture. Et donc, cette note de conjoncture, elle dresse un état des lieux des usages de la donnée dans les territoires. Elle décrypte les grands enjeux liés à la mesure de l'impact et de son exploitation ou ceux juridiques liés à la gestion des données publiques. Donc, voilà. Le groupe La Poste et la Banque des territoires se sont appuyés sur un partenariat avec l'Observatoire Data Publica pour produire en fait une grande enquête auprès des collectivités. Et on a organisé un certain nombre d'échanges avec un panel de collectivités pour éclairer les travaux. Donc, l'enquête a été diffusée sur un total de 10 semaines entre mai et juillet 2022 et auprès des collectivités de France métropolitaine et d'outre-mer. Au final, on a eu 277 collectivités qui ont répondu, dont 137 communes, 73 EPCI, 27 départements, 10 régions et 10 structures autres, type syndicats mixtes numériques notamment, et ainsi de suite. On y a une représentation de toutes les tailles de communes, puisque on va avoir plus de 80 communes de moins de 3500 habitants. Donc, ce qui fait que notre échantillon, au final, a un caractère représentatif inédit pour nous, pour une enquête sur les enjeux numériques. Voilà. On va retirer de cette enquête, ce que je vais vous présenter là maintenant, 5 enseignements. Le premier enseignement, la donnée et l'intelligence artificielle, c'est un levier incontournable pour toutes les collectivités. Les grandes transitions que vit notre société concernent tous les territoires, bien qu'à des degrés divers, et transforment profondément les modes de vie, de consommation et d'habitation et d'habitat sur les territoires. Ces transformations, elles nécessitent de repenser complètement l'action publique pour, dans un même temps, par exemple, émettre moins de gaz à effet de serre, être plus économe des ressources consommées, développer des mobilités plus douces, permettre de vivre plus longtemps en autonomie, mettre en œuvre de nouvelles modalités de vie et de services. Voilà. Et on voit que tout ça en assurant de développer une ville à hauteur de ceux qui l'habitent. Donc, on voit bien qu'avec tous ces enjeux, la data et l'IA sont dans ce contexte devenus des leviers incontournables et qui vont permettre de repenser les différentes politiques publiques et de s'assurer de leur efficacité. Donc, le nombre de collectivités concernées ne cesse de croître. Les données constituent une ressource abondante et incontournable pour les territoires et elles sont un véritable patrimoine à mettre au service des politiques. Donc, voilà, on a de plus en plus de collectivités qui se sont investies dans ces données et qui continuent sur le temps. Donc, on va avoir en 2021 plus de 200 communes et EPCI avaient engagé des programmes innovants de pilotage des politiques publiques par la donnée, des premiers usages depuis les années 2010 autour des métiers urbains de flux naturellement producteurs de données, comme la mobilité, l'énergie, l'eau et les déchets. Aujourd'hui, ce qu'on constate également, c'est que le sujet de la sécurité reste traité à part, avec des implications juridiques comme politiques spécifiques. Le deuxième enseignement que l'on va avoir retiré de cette étude, c'est que la première attente des collectivités, c'est d'avoir un impact sur l'efficacité des politiques publiques et sur les citoyens avant le ROI. On aurait pu penser que le ROI était le moteur principal, mais en fait, non. Et donc,
la mesure de l'impact de l'utilisation des données est un sujet sensible. De nombreux acteurs économiques et de nombreux porteurs de projets sont à la recherche d'un ROI mesurable. Et en fait, déjà remis en cause par plusieurs études précédentes, l'idée d'un ROI direct et simple à identifier des usages de la donnée est mise à mal par la présente de ce qu'on a vu là. Et les collectivités interrogées ne s'y trompent pas. Les usages innovants de la donnée et les investissements qu'ils supposent sont prioritairement destinés à améliorer l'efficacité des politiques publiques, notamment grâce à une grande capacité d'adaptation et parfois d'anticipation des besoins, et créer de nouveaux services ou permettre de nouvelles manières de rendre le service public, notamment à travers des services dématérialisés et d'applications. Et enfin, alors bien évidemment, ce levier existe quand même, mais réaliser des économies. Le seul exemple qu'on a eu là-dessus, c'est la gestion de l'énergie et tout particulièrement la gestion de l'éclairage public, où la donnée va permettre de faire un ROI direct. Pour autant, un retour sur investissement avéré dans certains secteurs dans un contexte de forte tension énergétique pourrait être un moteur pour 2023. Et à ce moment-là, comme je vous disais à l'instant, on va avoir un ROI direct à partir de l'éclairage intelligent sur l'efficacité énergétique du bâtiment, sur la gestion de l'eau, et ainsi de suite. Le troisième enseignement, c'est sur le respect du cadre juridique concernant les données et de l'enjeu de confiance. Donc, c'est un sujet de réflexion essentiel parce que les solutions en mode SaaS, notamment, se développent très vite et posent avec d'autant plus d'acuité la question de la réversibilité des données. Et donc, beaucoup de collectivités peinent à récupérer les données produites par les opérateurs privés qui interviennent pour leur compte. Et souvent, les entreprises considèrent que les données leur appartiennent ou qu'elles sont protégées par des droits particuliers. Et donc, à partir de là, il faut adapter les contrats. Et typiquement, quelques incontournables à faire figurer dans les contrats et marchés publics sur le sujet des données, c'est inclure la liste précise des données qui seront considérées comme des données de statut public et donc propriété de la collectivité, les conditions de transfert et d'hébergement des données au regard de l'utilisation que la collectivité souhaite en faire pour garantir une bonne protection, notamment au regard du RGPD, la prise en compte des normes en matière de sécurité, de conservation et d'archivage, la notion de réversibilité, c'est-à-dire en fait la garantie qu'en cas de changement de prestataire, on peut récupérer toutes les données. Et enfin, certaines collectivités territoriales vont encore un peu plus loin avec l'introduction de clauses innovantes sur la propriété intellectuelle et l'utilisation de certaines données. Donc ce cadre juridique récent et parfois méconnu va connaître des bouleversements importants en 2022 et 2023, notamment avec la question du droit européen, puisque l'Europe est en train de travailler sur le Data Governance Act, le Data Act, le Artificial Intelligence Act, et tous ces textes demanderont à être transposés en droit français et qui vont proposer des cadres juridiques nouveaux et potentiellement très fertiles pour la mise en œuvre de stratégies qui vont viser à mettre en œuvre la donnée au service des politiques publiques et de l'intérêt général. Donc voilà, c'est à partir de là, on aura des espaces de partage de données, des hubs qui pourront se structurer pour faciliter le développement de nouveaux services d'utilité publique. On aura par exemple le cas pour la recherche médicale, mais aussi pour la gestion des villes intelligentes. Et enfin, les usages de l'intelligence artificielle par les services publics seront dorénavant encadrés, avec notamment des principes éthiques visant à éviter toute dérive sur l'usage de la donnée. Donc, un enjeu majeur là-dessus. Le quatrième enseignement, ça va être concerner le management des données et la notion de poser des choix technologiques qui sont pas qu'une affaire de spécialistes, mais bien des enjeux pour les élus. La gestion des données, c'est pas qu'une affaire de spécialistes. Elle nécessite l'implication de nombreux acteurs de la collectivité, notamment les élus, les équipes de direction, les équipes métiers. La prise de conscience des enjeux de la donnée n'est pas toujours partagée et c'est un enjeu majeur. De la même façon, les choix technologiques sont de plus en plus complexes et ouvrent des questions larges. Ces choix appellent à poser une vision politique pour tracer des orientations générales faisant un sens pour l'actualité et son territoire et adapter aux enjeux de la dimension des projets data. Donc, petit à petit, le management de la donnée commence à s'organiser dans les collectivités
mais ça reste un défi pour les collectivités de petite taille. Hein, et voilà, on a besoin de témoignages qu'on a eus. Hein, vous voyez que tout le monde n'a pas encore désigné un Chief Data Officer et encore moins une direction de la donnée qui a été créée. Donc il y a des enjeux là-dessus avec des besoins de méthode. Les choix technologiques appellent des réflexions de fond. Hein. Concernant le captage de la donnée, qu'il s'agisse de démarches de centralisation des données ou de leur interopérabilité, près de 40% des collectivités ont mis en œuvre leurs projets ou engagé des travaux. Le déploiement de l'IoT, c'est-à-dire l'installation de capteurs dans la ville, reste un sujet en devenir. Seulement 8% des collectivités en déploient, avec une très nette prépondérance des métropoles. 39% ont déjà installé des réseaux de capteurs et 44% sont en train de le faire. Mais des communes plus petites s'y engagent également. On va avoir 18% des communes de 3 500 à 10 000 habitants et 27% des communes de 10 000 à 100 000 habitants qui ont commencé à déployer de l'IoT. Ça, c'est sur le périmètre de la captation de la donnée. Sur le transport des données, les réseaux BDMI destinés à l'IoT, notamment comme le LoRa ou Sigfox, ont une longue portée et un coût généralement limité. Les réseaux 4G et bientôt 5G pourront transporter des volumes de données plus massifs et permettre des traitements en temps réel. La fibre optique permet pour sa part un très haut débit et le Wi-Fi territorial n'est pas qu'un service aux habitants, il permet aussi la remontée de données d'équipements connectés. Et souvent, le constat, c'est que ces technologies cohabitent sur un même territoire. Enfin, le troisième enjeu concernant l'hébergement des données, c'est un sujet complexe et il y a de nombreux facteurs de choix, le prix, les conditions de sécurité, la conservation et la maîtrise publique des données, ou encore les garanties d'application du RGPD qui doivent être prises en compte. Les données peuvent être conservées dans les serveurs de la collectivité ou chez un prestataire de services local, hein, mais elles peuvent être aussi gérées à distance via une solution de type cloud, quand on met en place notamment des solutions de type SaaS. Donc, le recours à un data lake pour des usages algorithmiques innovants est une exception. Hein, seulement 5% des collectivités exclusivement de plus de 100 000 habitants. La grande majorité des collectivités privilégient l'hébergement sur des serveurs internes, 85% des départements, 71% des communes et de plus de 100 000 habitants et 67% des métropoles. On note que l'hébergement dans un cloud sécurisé, labellisé Secnum Cloud notamment par l'État, est une option identifiée mais rarement privilégiée, sauf par quelques grandes communes, 14%, et métropoles, 7%. Reste la question dans ce domaine de l'utilisation de l'open source. Et le constat, c'est que malgré des intentions locales parfois affichées, malgré une intention forte des pouvoirs publics, le recours à l'open source n'est que très rarement une stratégie. Hein, seulement 38% des collectivités, pour 38% des collectivités, ce n'est pas un critère de choix. Et seulement 7% des collectivités font le choix de l'open source quand cela est possible. Ces choix technologiques, on l'a un peu abordé tout à l'heure, nécessitent un regard à 360 degrés et vont nécessiter de concilier notamment la gestion de données et le numérique responsable. Face aux isolements des solutions technologiques, le risque peut sembler grand que les collectivités territoriales participent à une forme de fuite en avant dangereuse. En effet, ce qu'on peut constater, c'est que le recours systématique aux outils numériques contribue à une trajectoire énergétique contraire aux engagements internationaux de la France, voire aux objectifs fixés par les collectivités elles-mêmes dans le cadre de leur plan climat-énergie territorial. Et donc, notamment, le rapport du Sénat en 2020 sur l'empreinte environnementale du numérique estime que le numérique serait à l'horizon 2040 à l'origine de 24 millions de tonnes équivalent en carbone, soit 7% des émissions de la France contre 2% aujourd'hui. C'est la raison en fait pour laquelle le législateur, en 2021, a décidé que tous les territoires accueillant des data centers devront intégrer l'enjeu de la récupération de chaleur dans leur PCAT, donc dans leur plan climat et air-énergie, et a rendu l'adoption d'une stratégie numérique responsable obligatoire à compter de 2025 pour toutes les communes et leur intercommunauté de plus de 50 000 habitants. Le cinquième enseignement, et le dernier enseignement qu'on va extraire de ce rapport, de cette étude, c'est la question de la cybersécurité. Donc, le panorama de la menace informatique publié en mars 2022 par l'ANSSI détaille l'évolution de la menace cyber en France. Et en fait, le constat, c'est qu'en quelques années,
Cette menace a considérablement évolué et aujourd'hui, la cybercriminalité est devenue une véritable industrie de plus en plus sophistiquée et les collectivités territoriales en sont devenues une des cibles favorites. C'est 89% des collectivités qui sont aujourd'hui conscientes du risque, mais si c'est bien le cas de 100% des plus grandes collectivités, encore 26% des communes de moins de 3500 habitants estiment ne pas être exposées. Et le problème, c'est que cette prise de conscience est assez récente. Une étude d'avril 2021 de la FNCCR montrait que seulement 56% des collectivités étaient conscientes de leur exposition au risque. En fait, c'est un enjeu important. La cybersécurité, elle est au cœur de la transformation numérique. On l'a vu, et c'est un des enjeux là-dessus, la transformation numérique, c'est un enjeu de société aujourd'hui. Cette transformation ne peut pas se faire sans le maintien de la confiance dans le numérique. Ce qui se faisait dans le monde physique et qu'on transforme dans le monde numérique doit pouvoir avoir le même niveau de confiance. Et cette confiance passe par la sécurité du numérique. Et à partir de là, en fait, on voit bien que là où il y a encore 20-30 ans, la sécurité informatique, c'est des empêcheurs de tourner en rond, aujourd'hui, la prise en compte de la cybersécurité, donc cette sécurité numérique, eh ben, c'est le facteur qui va permettre de garantir la réussite de la transformation numérique parce que, par ce maintien de la confiance dans le système. Donc, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, en matière de cybersécurité, il y a des mesures essentielles et des incontournables à mettre en œuvre. Désigner un RSSI en interne ou mutualisé. La notion de RSSI as a service se développe de plus en plus. Identifier les risques et définir des priorités en cas d'attaque. Cartographier son système. Construire un plan d'action interne. Élaborer une stratégie de sauvegarde. Essentielle, notamment puisque la menace majeure aujourd'hui, c'est l'attaque par ransomware. Et une attaque par ransomware, si on n'a pas de sauvegarde, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Après, bon, il y a toutes les notions de descriptif de gestion de crise, la capacité de détection d'attaque. Donc, on voit l'évolution au fur et à mesure des points de la prise en compte de la maturité cyber, mais encore beaucoup trop de communes, petites communes ou moyennes communes, n'ont pas de RSSI, n'ont pas de cartographie, n'ont pas d'analyse de risque de leur système. Donc, voilà. Un enjeu majeur aussi, la sensibilisation, puisque 80% des attaques sont facilitées par une visée interne, et d'où l'importance de la sensibilisation à la cybersécurité, la sensibilisation au phishing. La plupart des ransomware rentrent par une pièce jointe piégée sur laquelle le collaborateur va cliquer. Il en suffit d'un qui clique pour infecter le système. Donc voilà pour le 5e enseignement. Au final, une conviction très forte. En produisant cette première note de conjoncture, le groupe La Poste et la Banque des Territoires veulent aider les décideurs locaux à prendre conscience du potentiel et des réalités des usages des données. Mais ils souhaitent également aussi éclairer sur les enjeux démocratiques et politiques. En effet, l'utilisation de plus en plus massive de la data rappelle, et les citoyens s'en chargent également, qu'elle ne peut se faire que dans un cadre de confiance établi. L'enquête réalisée pour l'Observatoire Data Publica en août 2022 par l'Institut Ipsos montre que 60% des Français ont confiance dans l'utilisation faite de leurs données par les collectivités locales, contre 15% seulement pour les GAFAM. C'est une bonne chose, c'est un bon point, il faut qu'on continue dans cette voie-là. Cette confiance tient d'abord à la qualité des acteurs publics et à la proximité, et elle tient aussi à l'assurance que les collectivités territoriales protègent les habitants et leur vie privée, à travers notamment la protection des données à caractère personnel. Donc, on a un bon point là-dessus. Les citoyens font confiance à leur collectivité locale sur la protection de leurs données à caractère personnel. On a parlé un peu dans le cadre de la transformation numérique de ce cadre de confiance et se pose la question de la charte éthique. 5% des collectivités qui ont répondu à l'enquête ont seulement 5% ont élaboré une charte éthique de la donnée. Alors, bien évidemment, sans surprise, il s'agit principalement des métropoles et des régions, mais ces chartes, elles sont, alors, pour l'avenir, elles sont en revanche plus nombreuses à vouloir se doter d'un tel outil de référence éthique. Les communes souhaitent en effet élaborer leur propre charte pour 20% d'entre elles, soit en reprenant à leur compte une charte existante pour 14% d'entre elles. Au total, au final,
c'est 67% des métropoles et 66% des régions qui pourraient ainsi disposer d'une charte dans les années à venir, mais aussi, et on sent l'évolution à ce niveau-là, 26% des communes de petites et moyennes communes. Si on veut faire un peu de prospective pour terminer, de même qu'étendu des acteurs publics de créer des conditions et un cadre de vie acceptable dans le monde physique, en fait, ils doivent être garants d'un certain niveau de confiance, de sécurité et plus globalement d'un général dans le monde du numérique. Donc ces enjeux sont nombreux, ils sont démocratiques, ils touchent à la souveraineté publique comme à la relation aux citoyens, et donc ils requièrent la compréhension et le consentement des usagers. Cela signifie en fait des sites identifiables et bien bâtis, des conditions de paiement sécurisées, l'IoT maîtrisé, la protection des données personnelles, mais aussi la confiance dans les infrastructures, et aussi bien data center que software. Et au final, dans cet ensemble, dans tout cet ensemble-là, la confiance numérique, le numérique public doit être une qualité toute particulière, voire irréprochable. Au final, l'intelligence artificielle, alors on a beaucoup parlé de data, mais en fait l'intelligence artificielle, qui est l'étape successante, enfin l'étape suivante, excusez-moi, l'étape suivante, en fait, très très peu de communautés l'utilisent actuellement. On va avoir, alors quelques exemples malgré tout, quelques outils d'analyse des images de vidéoprotection, notamment par exemple à Massy pour détecter automatiquement des infractions, ou à Nice avec une implémentation de reconnaissance faciale sur la promenade des Anglais. On va avoir des approches de reconnaissance d'images. Par exemple, à Saint-Palais, ils utilisent des services de géoptis pour analyser les images de leur voirie filmée grâce à l'utilisation de caméras placées embarquées. Demain, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle serve à faire une préinstruction des permis de construire. On a aussi, alors ça se développe un peu plus, les robots conversationnels ou les chatbots ou chatbots. La Haute-Garonne, par exemple, a expérimenté ce type d'outils durant la période de confinement pour orienter les consommateurs vers des producteurs locaux. Et enfin, on va avoir l'utilisation de l'IA dans l'analyse de contenu. Par exemple, à Nantes, l'intelligence artificielle a été utilisée pour modéliser de façon prédictive la fréquentation des cantines scolaires et réduire ainsi le gaspillage alimentaire. Donc voilà, rapidement présenté cette note des conjonctures. Alors si je vais le laisser à l'écran quelques temps. Donc voilà, si vous voulez télécharger, elle est accessible sur Internet. Il vous suffit On mettra le lien. scanner le QR code. Et donc voilà, Bénédicte, merci si vous voulez mettre le lien.